débuter, si vous le voulez bien. Vous nous entendez? Bonjour madame, bonjour monsieur. Tout- bonjour madame, bonjour monsieur. Merci d'être présent pour notre audition. Donc, mes chers collègues, nous poursuivons les travaux de notre commission d'enquête avec l'audition de la Haute Autorité de Santé afin de continuer à examiner les systèmes de santé de nos territoires ultramarins. À cette occasion, je suis heureuse donc, de saluer monsieur Lionel Collet, président de la Haute Autorité de Santé, et madame Céline Monnier, directrice de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Madame, Monsieur, je vous rappelle que notre commission d'enquête a été constituée à la demande du groupe communiste républicain citoyen écologique Canacpi. Elle a débuté ses travaux le 27 janvier dernier et ma collègue Evelyne Corbière-Namazo en est la rapporteure. Nos auditions ont débuté le 12 février. L'objet de nos travaux est de comprendre la persistance, voire l'accroissement des inégalités dans les Outre-mer, notamment en matière de formation, d'emploi, de revenus, de partage de richesses et de santé. Nous souhaiterions saisir les causes profondes de ces inégalités économiques, sociales et sanitaires, à la fois entre les territoires ultramarins et la France hexagonale, mais aussi au sein des sociétés ultramarines. Dans ce contexte, nous souhaiterions connaître la vision de la Haute Autorité de Santé sur le fonctionnement des systèmes de santé dans les Outre-mer et mieux analyser les difficultés d'accès à la prévention, au dépistage et aux soins dans les Outre-mer, ainsi que l'organisation des soins. En raison de sa triple mission de certification des établissements hospitaliers, de recommandation de bonnes pratiques aux professionnels de santé et de contribution aux stratégies de vaccination, vos observations seront très utiles à nos réflexions. Nous sommes évidemment intéressés par vos constats, mais surtout sur votre analyse des causes profondes de cette situation. Les difficultés existantes sont-elles le produit d'inégalités systémiques? Votre avis sur le choix de ce qualificatif sera aussi intéressant. Nous souhaiterions aussi connaître les indicateurs qui appuient vos observations et votre diagnostic. Enfin, nous sommes évidemment très intéressés par vos propositions prioritaires de réforme, ainsi que votre retour sur des exemples d'initiatives ayant réussi et les raisons de leur succès. Je vous rappelle qu'un questionnaire indicatif vous a été transmis en amont afin de mieux centrer nos premières interrogations. Je souhaite maintenant vous rappeler que cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Et je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Monsieur Collet, je vous invite maintenant à prêter serment de dire la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Madame Monnier, je vous invite maintenant à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je le jure. Merci. Alors, si vous le voulez bien, madame, monsieur, vous pourriez faire une brève présentation liminaire de 5 à 10 minutes maximum, après laquelle je laisserai la parole à madame la rapporteure, puis à mesdames et monsieur le commissaire pour vous poser des questions. Je vous remercie et nous sommes à votre écoute. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. D'abord, on vous prie de bien vouloir nous excuser puisque nous sommes à distance car nous n'avions pas trouvé de créneau nous permettant d'être devant vous au Sénat. Et je voudrais de plus vous remercier d'avoir pensé à la Haute Autorité de Santé pour aborder ce sujet, même si la Haute Autorité de Santé n'est probablement pas la structure la mieux placée pour répondre à l'ensemble des questions. Alors, permettez-moi d'abord de rappeler ce qu'est la Haute Autorité de Santé. Vous le savez, c'est une autorité publique indépendante. Elle a maintenant un peu plus de 20 ans, puisqu'elle a été créée par une loi d'août 2004 relative à l'assurance maladie. Et elle est là, sa mission, c'est d'expertiser la qualité du système de santé. Et cela va depuis l'évaluation des produits de santé, mais l'évaluation à des fins de remboursement. Ce que nous évaluons, c'est l'utilité médicale du produit de santé. Ce qui relève de la sécurité du produit de santé, c'est le rôle de l'ANSM. Ce n'est pas le nôtre, mais bien évidemment, c'est indispensable pour nous d'avoir ces informations-là pour pouvoir évaluer également la place de ces produits dans le domaine, je veux dire, de la stratégie thérapeutique. Le deuxième point, c'est que nous élaborons des recommandations de bonnes pratiques.
élaborer des recommandations de bonne pratique, aussi bien dans le domaine de la santé que dans le domaine social ou médico-social. Et le troisième grand domaine, nous évaluons des établissements qui peuvent être soit les établissements de santé, c'est ce qu'on appelle la certification, c'est-à-dire que nous évaluons directement, certifions directement les environ 2500 établissements de santé français, et nous évaluons indirectement, je pourrais préciser pourquoi, les près de 45 000 établissements et services sociaux et médico-sociaux. Alors, si on veut se recentrer encore vraiment sur nos missions, je voudrais bien rappeler que nous avons été créés par une loi relative à l'assurance maladie, c'est-à-dire que la finalité était quand même d'aider à la soutenabilité financière de notre système social, sur le volet bien évidemment social et plus précisément de la santé, et notamment de savoir ce qui justifiait un remboursement ou non. Pardonnez-moi. Donc nous avons été créés pour cela. Par rapport pour y arriver, le Parlement, donc vous-même, avez fait le choix de nous confier un statut particulier, celui d'autorité publique indépendante, ce qui veut dire que nous ne sommes pas sous tutelle ministérielle et que de ce fait, nous pouvons bien évidemment travailler en nous exprimant, comme le nom l'indique, en toute indépendance sur les différents dossiers. L'approche de la HAS, c'est une approche scientifique, rigoureuse, scientifique, et d'autre part, c'est une approche de transparence. Donc, nous allons être, comme nous le sommes, parce que c'est une de nos valeurs, transparent, bien évidemment, devant votre commission d'enquête. Alors, les questions que vous posez sont des questions relatives à la situation ultramarine. Ce que nous pouvons vous présenter, c'est l'état des lieux tel que nous le voyons dans le cadre de nos missions. Alors, bien évidemment, vous l'avez abordé, d'abord celle des établissements de santé, la certification, où se situent les établissements ultramarins par rapport aux établissements en métropole. Y a-t-il des différences parmi ces établissements? Nous allons répondre à ces questions. Madame Mounier reviendra sur ce point-là, mais je pense qu'il sera important aussi qu'on vous explique comment la certification s'opère, quel est le mécanisme, quels sont nos référentiels, comment en pratique on évalue effectivement un établissement et tous les combien, en fait, c'est tous les 4 ans. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est quelle est la place de l'outre-mer dans les recommandations de bonne pratique. Car il faut que vous sachiez que nous avons un volet régulièrement de questions, quel que soit le sujet. Nous l'avons pris sur un sujet, sur la prise en charge, par exemple, de l'obésité, savoir s'il y avait une spécificité outre-mer. Le troisième domaine qui vous concerne directement sont les vaccins, et sont les recommandations vaccinales, puisqu'il y a des recommandations vaccinales très propres à l'outre-mer. Je pense notamment la dengue, la chikungunya, pour prendre que pour ne prendre que ces exemples-là. Donc, si cela vous convient, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, on pourrait aborder ces différents sujets et commencer par la certification des établissements de santé. Oui, très bien, ça nous convient très bien. Vous pouvez commencer. Merci pour cet exposé, en tout cas. Je vous remercie. Je vais laisser la directrice, Madame Mounier, vous présenter la certification. Merci beaucoup. Je prends mon micro. Oui, je reste comme ça. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Alors, depuis une vingtaine d'années, effectivement, la HAS organise la certification des établissements de santé sur la base d'un référentiel qui est travaillé avec l'ensemble des représentants des établissements de santé, des professionnels de santé, pour organiser une certification qui a lieu tous les 4 ans sur la base de ce référentiel et qui vise à apprécier de façon indépendante la qualité et la sécurité des soins qui sont prodigués dans les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, sur l'ensemble des territoires. Donc, on est sur un processus d'amélioration continue de la qualité également concernant la certification, puisque ce référentiel a été revu de façon extrêmement régulière. Et nous avons depuis le mois de septembre 2025 ce qu'on appelle la 6e itération, la 6e version de ce référentiel. Et donc, nous apprécions la qualité et la sécurité des soins en établissement de santé au regard des attendus de ce référentiel. La façon dont nous apprécions sur place cette qualité, cette sécurité des soins, c'est d'envoyer des équipes d'experts que l'on appelle des experts visiteurs, qui sont des pairs, des professionnels de santé en exercice ou en retraite, des directeurs d'établissement,
et qui vont aller sur place pendant 2, 3 à 5 jours dans les établissements de santé et donc vérifier avec différentes procédures la conformité, encore une fois, des soins prodigués aux attendus de ce référentiel de certification. Dans cette 6e itération, et celle qui est donc en place depuis le mois de septembre, on a tenu à simplifier les attendus. Le référentiel est organisé autour de 3 chapitres. D'abord, autour du patient, on va vérifier évidemment un certain nombre d'attendus par rapport au respect de sa dignité, etc. Le patient au cœur du soin. On va évaluer ensuite le travail en équipe et puis l'établissement de santé, son positionnement, sa politique générale. Ce que l'on peut dire en termes de bilan sur donc la 5e itération qui se termine là, puisque comme je le disais, depuis le mois de septembre, on en est à la 6e itération, c'est qu'on a donc 2144 décisions de certification qui ont été rendues. Alors, je ne l'ai pas dit, mais dans le processus de certification, nous envoyons certes des équipes d'experts visiteurs qui sont formés et avec lesquels on échange de façon itérative pour s'assurer du maintien des compétences, mais c'est ensuite les décisions, les rapports de certification des équipes d'experts visiteurs font d'abord l'objet d'un contradictoire avec l'établissement de santé, qui est ensuite examiné par la Haute Autorité de Santé et par singulièrement la commission de certification des établissements de santé qui va rendre la décision finale de certification avec 4 niveaux de certification possibles. La non-certification, la certification sous condition, la certification et la certification avec mention. Donc, je le disais, sur la 5e itération, la HAS a rendu donc 2144 décisions de certification et donc dans 90,5% des cas, donc 90,5% des établissements de santé ont été certifiés. On observe que parmi donc, ces 90,5% d'établissements de santé certifiés, près de 24% sont certifiés avec mention, donc avec mention haute qualité des soins. Et par ailleurs, il y a eu 5,7% d'établissements qui ont été certifiés sous condition et 3,7% non certifiés. Alors, une précision par rapport aux établissements qui sont certifiés sous condition, cela signifie, sur la base du rapport et des axes d'amélioration, bien sûr, qui sont discutés avec l'établissement au cours de la visite, mais ensuite entre l'établissement de santé et notamment l'agence régionale de santé référente, eh bien, l'établissement va pouvoir travailler à un plan d'action et la HAS envoie une nouvelle équipe pour un rendez-vous, une revisite de certification dans les 6 mois à 24 mois suivant eh bien, la décision de certification sous condition. Et ce que l'on observe, c'est que de fait, effectivement, les établissements de santé se saisissent véritablement des résultats de la certification comme levier d'amélioration de la sécurité et de la qualité des soins. Donc, je vous ai donné les chiffres globaux de la certification. Évidemment, les établissements de santé publics et privés dans les territoires ultramarins font l'objet de visites de certification et de décisions telles que je l'ai décrites. Et ce que l'on observe, c'est que les taux de certification sont globalement semblables à ceux de la France hexagonale, avec eh bien, des certifiés
des non certifiés et avec sensiblement le même profil d'établissement, établissement privé à but non lucratif ou public. Voilà, il n'y a pas de différence significative. Alors, sur cette 5e itération, il y a une petite exception pour la Guadeloupe où le taux de non-certification est un petit peu plus élevé puisqu'il était de 30% à la Guadeloupe, alors que, je vous l'ai dit, sur la France hexagonale, c'est près de 24%. Mais voilà, c'est, je dirais, la seule différence vraiment significative. Sinon, on retrouve véritablement le même profil dans les territoires ultramarins que dans le reste des territoires de la France hexagonale. Je pense que j'ai fait un premier panorama. Je ne sais pas si vous avez des... Oui. Si on peut, je voudrais quand même qu'on précise, même si vous l'aurez dans le document écrit, ce qui se passe en termes de certification de résultats. Juste sur la Guadeloupe, il y a un nombre d'établissements limité, mais il y a quand même 24 établissements. Sur les 24, 7 ne sont pas certifiés. Donc, ce qui est un taux relativement élevé de non-certification par rapport aux autres territoires d'une manière générale, que ce soit métropole ou hors métropole. Il y a une sorte de spécificité de la Guadeloupe sur ce chiffre-là. Il n'empêche que 70% des établissements sont certifiés. Et pour faire simple, 58% sont certifiés et 12% sont même certifiés avec la mention haute qualité des soins. Donc, si on regarde globalement, nous avons donc 70% qui sont certifiés, très bien certifiés, et 30% qui ne sont pas, ce qui est supérieur à effectivement ce que l'on constate en métropole. En revanche, on a un exemple, et je vais revenir sur ce qu'a dit Mme Mullier, qui est très important, c'est La Réunion. La Réunion, tous les établissements sont certifiés, absolument tous. Et quasiment un établissement sur deux, c'est 48%, est certifié avec la mention haute qualité des soins. C'est-à-dire qu'il y a globalement un très très bon niveau d'évaluation des établissements de santé à La Réunion, et qui d'ailleurs, par rapport à la moyenne nationale, et on peut être considéré comme meilleur par le nombre de certifiés avec mention, pas avec mention, pardon, nombre de certifiés, puisque l'absence de non certifiés ou certifiés sous condition, même s'ils sont rares également en métropole. Je crois qu'on ne doit pas s'arrêter sur Saint-Pierre-et-Miquelon, et je suis désolé s'il y a parmi vous un sénateur ou une sénatrice, parce qu'il n'y a qu'un seul établissement et qui a été certifié, et donc on est dans 100% de certification, mais il n'y a qu'un seul établissement. Donc en fait, la difficulté rencontrée, un peu à la Guadeloupe, il faut le dire, un peu à la Martinique, mais tous les établissements sont certifiés à la Martinique sur les 13, mais 4 des 13 sont certifiés ce qu'on appelle sous condition. Quant à la Guyane, il n'y a que 4 établissements et c'est assez simple. 3 sont certifiés ou certifiés avec mention et 1 ne l'est pas. Bon, mais on est sur des petits chiffres. Donc, ce que je crois qu'il faut retenir, c'est que La Réunion, vraiment à très haut niveau, je veux dire, de qualité d'établissement tel que nous les évaluons, que la Guadeloupe et la Martinique ont un très bon niveau, même s'il y a des établissements qui montrent effectivement des faiblesses, ce qu'on le voit en certification, et notamment, pardonnez-moi, à la Guadeloupe, avec 7 établissements non certifiés. Je vous remercie, Madame, Messieurs et Monsieur, pour ces propos préliminaires. Je vais maintenant laisser la parole à Madame la rapporteure pour une première série de questions, si vous voulez bien. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, Madame la Directrice, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous l'avez compris, notre commission d'enquête se donne pour objectif de travailler sur les inégalités systémiques en Outre-mer et il nous a paru essentiel d'aborder la question de la santé. Nous avons hier eu une table ronde sur la question du diabète et nous en arrivons aujourd'hui à évoquer avec vous encore une fois la question plus large de la santé en Outre-mer. Les inégalités, la présidente l'a rappelé, les inégalités en Outre-mer sont persistantes et elles sont criantes en matière de santé. On a vu les forts taux de prévalence en cancer, sur certains cancers notamment, et également sur la question du diabète et de l'obésité.
et ce qui vient tout de suite questionner la question de l'accès aux soins, de l'organisation des soins, du pilotage des politiques de santé dans ces territoires, sur ces différentes thématiques que sont bien évidemment le cancer, le diabète, l'obésité, mais pas seulement. Moi, je tiens à rappeler que la santé, c'est un droit constitutionnel et que c'est à cet égard que nous vous entendons ce matin. Hier, le terme d'exposum a été évoqué pour évoquer effectivement la question de la santé, mais surtout aussi la santé environnementale et le respect du droit à la santé pour nos concitoyens ultramarins qui vivent dans des climats et des environnements, des géographies bien différentes les uns des autres. J'ai une première question qui porte, vous avez commencé à le mentionner, sur la certification. Vous avez donné quelques chiffres par territoire. Est-ce que vous pourriez nous transmettre, si vous l'avez, ou en tout cas peut-être le construire si ça ne l'est pas, puisque je vois que vous avez quand même les chiffres, une cartographie qui nous permette de visualiser la répartition des établissements de santé, les niveaux de certification par territoire ultramarin, puisque vous nous avez parlé par exemple de la Réunion qui sortait un peu du lot, mais ce serait intéressant de voir un petit peu comment cette répartition elle se fait et balayer depuis les premières certifications, puisque vous nous dites qu'on en est aujourd'hui à la 6e itération. Ce serait intéressant de voir comment les choses ont évolué depuis le départ. Vous parliez aussi dans les missions que se fixe la Haute Autorité de Santé des recommandations de bonnes pratiques. Si vous aviez aussi, pareil, un historique en fait de ces recommandations qui ont été faites par territoire sur ces bonnes pratiques qui viennent finalement conforter ou influer les politiques de santé en Outre-mer. Et j'avais une autre question qui porte plus précisément du coup sur la santé environnementale. Quelles sont les préconisations, les recommandations que vous faites, les observations aussi que vous faites par rapport aux différences, aux singularités qu'on constate dans nos territoires? Je pense bien sûr au diabète, à l'obésité, aux prévalences importantes, mais pas seulement. Je pense aussi à l'exposition au chlordécone, à l'exposition au mercure pour la Guyane, chlordécone dans les Antilles, et bien sûr à la problématique des sargasses qui est encore émergente et pour laquelle on n'a pas encore tous les chiffres, toutes les données en matière de santé, mais j'imagine que vous avez déjà quand même quelques éléments en tant que haute autorité de santé. Vous parliez de la soutenabilité du système social de santé et j'en viens à la question de la vaccination. Quelles sont les préconisations que vous faites, puisque les populations ultramarines sont différentes déjà d'un point de vue génétique, d'un point de vue de prévalence, d'un point de vue de vulnérabilité, puisque la crise Covid a montré que les malades du Covid présentaient plus de comorbidités, en tout cas des comorbidités importantes dans nos territoires. Et le résultat de la vaccination a fait naître beaucoup de défiance au sein de la population, puisque les premières vaccinations ont été dramatiques pour certains malades. Et il en a été de même pour la question de la vaccination du chikungunya. Quelles sont vos recommandations? Comment abordez-vous ces sujets-là? Et quelle perspective, en fait, dans le pilotage de la santé publique en Outre-mer pour prendre en compte ces spécificités et protéger véritablement par la vaccination les populations en Outre-mer? Si mes questions ne sont pas assez claires,
je veux bien les reformuler par la suite dans nos débats. Merci. Madame la rapporteure, vos questions étaient très claires, et c'est très dense aussi ce que vous demandez. On va essayer de répondre à l'ensemble des points. Premier point sur la certification et la cartographie. Il faut savoir deux choses, c'est que d'abord, tout est en ligne chez nous. On a un système qui s'appelle le Caliscope, qualité, qui permet établissement par établissement, voire région par région, d'avoir les informations sur la certification et puis même de rentrer dans le détail de l'établissement et savoir comment s'est déroulée sa certification et d'avoir l'ensemble des indicateurs concernant l'établissement. Néanmoins, ce que vous nous demandez, c'est deux points différents. C'est l'évolution des certifications dans le temps, puisque nous en sommes à la 6e itération qui a commencé en fin d'année dernière, comme nous l'a dit Madame Mounier, et d'autre part, d'avoir véritablement une cartographie. Ce que je vous propose, c'est que, puisqu'on a eu un questionnaire que nous allons vous envoyer, nous allons le compléter avec ce point-là. Je me retourne vers Madame Mounier avec les deux points qui sont très précisément les spécificités des territoires d'outre-mer, puisqu'on vous a donné les chiffres en certification et l'évolution. Sur l'évolution, il faut bien être conscient que les référentiels ont évolué entre le premier référentiel et le 6e, et qu'il y a surtout une bascule avec le 5e cycle, car durant ce 5e cycle, nous avons utilisé un référentiel qui repose sur les résultats et non pas sur les process. Donc, il peut y avoir des difficultés de compréhension, mais on va regarder au mieux comment on peut faire ça d'un point de vue de l'historique. Sur les recommandations de bonnes pratiques par rapport au territoire, si on le voit de manière générale, lorsque nous traitons des recommandations de bonnes pratiques générales, je prenais l'exemple de l'obésité tout à l'heure. Par exemple, sur la question sur la prise en charge de l'obésité, un membre du groupe de travail qui avait exercé en Outre-mer avait fait savoir que les jeunes adolescents étaient plutôt globalement plus en avance, on va dire physiquement, physiologiquement, que de jeunes adolescents de même âge en métropole, et qu'il fallait plutôt les approcher en termes de prise en charge comme on prend un adulte et non pas un enfant. C'est ce niveau-là, je veux dire, sur lequel on peut apprécier. Mais il y a aussi des recommandations qui sont propres à un territoire, et ça me permet de couvrir, avec votre question sur la santé environnementale, par exemple sur la chlordécone, vous savez que plusieurs agences et autorités, enfin, autorités mais plusieurs agences travaillent sur le sujet. Nous, notre rôle sur le sujet, et on travaille dessus encore actuellement, c'est la question du dosage de la chlordéconémie et qu'est-ce qu'on fait ensuite en termes de prise en charge des personnes qui ont une chlordéconémie élevée. En l'occurrence, comme vous l'avez rappelé, c'est la situation Antilles, donc Guadeloupe, Martinique. Et, nous faisons tout ce qui est possible parce que nous ne travaillons pas seuls là-dessus, pour que ça puisse être rendu dans les prochaines semaines, prochains mois, tout au plus, sur ce point-là. Donc là, c'est un domaine vraiment spécifique à l'outre-mer dès qu'on aborde la chlordécone. Sur les recommandations vaccinales, vous avez abordé deux aspects, si vous me permettez. Vous avez l'aspect des recommandations soi, et puis la question de la couverture vaccinale indirectement et de la défiance par rapport au vaccin. Nous ne mesurons pas la couverture vaccinale parce que c'est le rôle de Santé publique France. Santé publique France a une mission réellement de veille sanitaire dans le paysage des agences sanitaires françaises. C'est eux qui le font. Je n'ai pas les chiffres spécifiques de la couverture vaccinale, mais de toute évidence, ce qu'on a comme information, c'est qu'elle est quand même plus faible dans les territoires ultramarins que dans les autres, et vous avez bien évoqué effectivement cette défiance. Mais il y a un autre aspect, c'est qu'il y a des pathologies infectieuses propres à ces territoires. J'évoquais tout à l'heure la dengue, le chikungunya, puisque vous avez parlé de chikungunya, qui nous amène à avoir des recommandations propres à la vaccination sur le chikungunya. Et l'année dernière, puisque vous y faisiez allusion, s'est posé la question de chikungunya à La Réunion et à Mayotte, et sur lequel nous avons été amenés à conduire des recommandations vaccinales, recommandations, pour simplifier, qui étaient sur une tranche d'âge qui était prioritaire, qui était les plus de 65 ans, à 65 ans et plus, surtout dès lors qu'il y avait une comorbidité, et puis se poser la question des moins de 65 ans, en l'occurrence avec comorbidité. Nous avons répondu à ces questions-là. Nous avons été amenés parce que, comme vous le savez, il y a eu des interrogations sur la tolérance de ce vaccin qui créait des formes qu'on appelle dans notre jargon de chikungunya-like, c'est-à-dire ressemblaient à des petites formes de chikungunya, qui est une maladie quand même invalidante pour les personnes, dès lors qu'elle est très douloureuse, avec les arthralgies, avec ce que subit la personne. Il faut aller au-delà de la question uniquement de la mortalité. Il y a d'autres conséquences dont nous sommes bien conscients. Et donc, ça nous a amené à ce moment-là, à la demande du ministre, à réexaminer en urgence. Et en 24 heures, nous avions recommandé par précaution la suspension, effectivement, de la vaccination chez les personnes âgées de 65 ans et plus, par sécurité. Donc, nous en sommes
là, et la question ensuite s'est posée, qu'est-ce qu'on fait des personnes avec comorbidité? Mais je peux revenir là-dessus. Tout ça pour dire que nous travaillons spécifiquement sur ces questions-là. Aujourd'hui, le chikungunya est une question à la Guyane, comme vous le savez, et nous rendons, alors là vraiment c'est une question de jours, notre recommandation vaccinale sur la stratégie effectivement en Guyane, puisque comme vous le savez, sans rentrer dans les détails, il existe actuellement 2 vaccins différents, et donc nous allons expliquer, selon nous, la recommandation telle que ça doit être appliqué. Et ensuite, il y a une autre dimension que vous abordez, c'est que qu'est-ce qui se passe après nos recommandations, en fait, hein? Qu'est-ce qui se passe après nos recommandations? Nos recommandations, nous sommes saisis dans l'essentiel par le ministre, et ensuite c'est une mise en œuvre d'une politique publique à ce moment-là, donc d'information de population, mais ça, ce n'est pas nous qui le faisons, je veux dire, c'est au niveau de cette politique publique, et avec les relais que vous pouvez avoir, bien évidemment, en Outre-mer, et à des fins de mise en œuvre de nos recommandations. Ce qui pose la question de l'impact de nos recommandations. Alors, dans le domaine vaccinal, j'aurais tendance à dire que dès lors qu'elles sont immédiatement prises en main par les pouvoirs publics, par le ministère, il y a un impact. C'est ensuite le choix de la population, éventuellement, de s'associer ou non à ces vaccinations. Pour les recommandations de bonne pratique, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a des recommandations de bonne pratique qui peuvent avoir des conséquences en politique publique. Ça peut être le cas sur la question des suites de la chlordéconémie élevée chez certaines personnes, mais il y en a d'autres qui sont des saisines où il va dépendre du professionnel de santé, des professionnels de santé, de mettre en œuvre ces recommandations. Ce qui est très différent de la politique publique, totalement dirigée depuis le ministère. Et pour nous, c'est une de nos préoccupations, et je dirais même de nos priorités, c'est de faire que nos recommandations puissent réellement être mises en œuvre. Et quel que soit le sujet, c'est ce que je vous dis est aussi bien sur la prévention de la carie dentaire ou sur le parcours de la personne qui a un accident vasculaire cérébral. C'est une question. Ce qui nous a amené à nous rapprocher des sociétés savantes en France, ce qu'on appelle aussi les CNP, qui recouvrent des sociétés savantes, les conseils nationaux professionnels, pour élaborer avec ces instances des recommandations. C'est-à-dire que soit nous les élaborons en propre à la HAS, soit nous considérons qu'il est intéressant que ces sociétés savantes élaborent sa recommandation. Selon la méthodologie de la HAS, nous les accompagnons, nous consacrons du temps humain afin que ça devienne une recommandation de la société savante labellisée par la HAS. Et le point important par rapport à notre discussion, c'est que les recommandations des sociétés savantes sont lues par les professionnels de la spécialité. Et donc, ça nous paraît un argument supplémentaire pour la mise en œuvre de politiques de bonne pratique. Voilà, je crois que j'ai répondu. Sans doute, je retourne vers Mme Mounier s'il y a un point supplémentaire. Non, voilà, il me semble avoir ouvert à l'essentiel de vos questions, mais on a bien entendu les documents que vous souhaiteriez recevoir et que nous allons vous communiquer et joindre effectivement au questionnaire. Merci. Madame la rapporteure a une autre série de questions sur... Donc, est-ce que nos collègues ont des questions? Madame Petrus. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la Directrice. Nous vous avons auditionné en commission des affaires sociales au mois de février dernier. Nous avons alors mis en avant la télémédecine comme levier d'amélioration de l'accès aux soins dans les Outre-mer. Je souhaiterais aujourd'hui vous interroger plus directement sur votre cœur de mission, la qualité et la sécurité des soins. Je prendrai l'exemple de Saint-Martin. Nous disposons d'un établissement hospitalier de 94 lits qui joue un rôle essentiel pour la population de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Des équipes particulièrement engagées, mais cet établissement est confronté à des contraintes importantes, une taille limitée, des difficultés d'accès à certaines spécialités, bien évidemment, des enjeux de recrutement et de fidélisation. Nous demandons à un hôpital de proximité de répondre à des besoins qui dépassent largement ses capacités. Dans ce contexte, dès que les situations se complexifient, notamment pour les maladies chroniques, les patients sont orientés vers la Guadeloupe. Les parcours de soins s'organisent donc entre plusieurs territoires. Par ailleurs, l'île présente une situation particulière. Elle est partagée entre une partie française et une partie néerlandaise, avec des circulations quotidiennes de population. À Saint-Martin, les parcours de soins ne s'arrêtent pas à la frontière, mais nos organisations, elles, s'y arrêtent encore. Dans ce contexte, plusieurs questions se posent.
Premièrement, comment la Haute Autorité de Santé évalue-t-elle la qualité des soins lorsque le parcours du patient est de fait fragmenté entre plusieurs territoires? Deuxièmement, la sécurité des soins repose notamment sur la continuité et la coordination. Comment ces exigences sont-elles appréciées lorsque les patients sont pris en charge en partie hors du territoire, notamment dans le cadre des évacuations sanitaires vers la Guadeloupe ou la Martinique? Troisièmement, les référentiels de certification et les indicateurs de qualité sont construits à l'échelle nationale. Sont-ils pleinement adaptés à des établissements dont l'environnement limite certaines capacités, ou existe-t-il un risque d'apprécier défavorablement des situations qui relèvent de contraintes structurelles? Enfin, comment la HAS intègre-t-elle la question des inégalités territoriales dans son approche de la qualité et de la sécurité des soins? Je vous laisse répondre à cette question. Merci. Très bien, je vous remercie. Madame Pétrus, je me souviens très bien de votre intervention lorsque nous étions, le directeur général et moi, devant la commission des affaires sociales. Vous aviez exposé la situation effectivement de Saint-Martin et vous aviez abordé la question de la télémédecine, comme vous l'avez rappelé, je m'en rappelle très très bien. Alors, aujourd'hui, je vais ensuite parler d'outre-mer. Il y a une première situation, c'est que nous sommes dans un domaine où il y a des professions en tension. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas ne pas faire comme si nous ne savions pas qu'il est difficile de recruter des professionnels dans quelques secteurs, et la recherche du médecin, mais pas que du médecin, est souvent difficile. Et donc, notre souci à nous, HAS, c'est de pouvoir assurer la qualité des soins, s'assurer qu'il y a qualité des soins, malgré un système en tension. Et d'ailleurs, je crois que c'est vous, Madame la Présidente, ou vous, Madame la Rapporteure, qui avez rappelé quand même que la sauvegarde de la santé publique, c'était un principe d'ordre constitutionnel dans notre pays. Donc, il est indispensable, effectivement, qu'on puisse s'en assurer. Mais on doit intégrer, effectivement, ce système en tension et voir comment rendre pertinent l'ensemble des prises en charge, malgré ces difficultés. Lorsqu'on va en Outre-mer, et je vous écoute, Madame Pétrus, je ne peux pas vous dire de mémoire, il faudrait qu'on aille sur Qualiscope comment a été évalué, mais Madame Monnier pourra revenir là-dessus, les établissements certifiés, les établissements de Saint-Martin, il est indiscutable que nous ne pouvons pas ne pas prendre en considération ces éléments-là. Et les experts visiteurs, c'est-à-dire ceux qui viennent faire la visite, ont ces éléments. Ils doivent les avoir, surtout qu'il y a une note de contexte qui est préparée par le directeur de l'établissement avant la certification. Donc, ce sont des éléments, j'insiste, qui ne peuvent pas ne pas être pris en compte. Et ensuite, effectivement, il y a une photographie du moment, tel qu'on constate dans la certification, il y a des mesures derrière à prendre. Lorsque c'est sur un territoire, on va dire métropolitain, s'il y a une difficulté, il revient au directeur général d'ARS de regarder de plus près ce qui se passe dans cet établissement et comment le voir. Mais je vais laisser la parole, si vous permettez, à la directrice, Madame Mounier, parce qu'elle a sous les yeux les résultats d'un certain nombre d'établissements, mais c'est vraiment Saint-Martin. Là, ce sont les établissements vous l'avez. Allez-y, je vous laisse dire ce qu'il en est. Alors, merci beaucoup. Effectivement, sur donc l'itération 2025, puisqu'on vient de débuter sur l'itération, pardon, la 5e itération, puisqu'on vient de débuter la 6e, on a 2 établissements, le CH Louis-Constant Fleming et le CH Irénée de Bruyne, alors un à Saint-Martin, un à Saint-Barthélemy, qui sont certifiés, en tenant compte effectivement de ces spécificités. Moi, je crois, je crois pas que je puisse qu'on puisse aller plus loin par rapport à votre question, Madame la sénatrice, si vous le permettez. Madame Guidez avait une question, je crois. Oui, bonjour. Les années 2024, 2025, 2026 sont réservées notamment à la psychiatrie, puisque aujourd'hui on sait qu'il faut travailler là-dessus. Je voulais savoir combien d'établissements existe-t-il sur le sujet de la psychiatrie dans nos outre-mer. Y a-t-il des établissements en difficulté pour éventuellement de mauvaises pratiques, comme il peut en exister en effet en métropole? Je vous remercie. Alors, sur la question des établissements, je regarde, pardonnez-moi, parce que je ne m'attendais pas du tout à cette question, il y a un établissement de santé mentale à la Guadeloupe
Et c'est un EPSM, je ne sais pas s'il y a des CHS ou d'autres établissements ultramarins. Là, dans ce que je vois, je parle de la partie Antilles, hein, là, au sens large, et malheureusement, l'établissement auquel je fais allusion n'est pas certifié. Voilà. Mais je n'ai pas, mais ça, on peut, si vous le souhaitez, chercher effectivement les chiffres purement des établissements de santé mentale dans l'ensemble de l'outre-mer, si c'est votre souhait. Ça, on peut le rajouter à notre fiche qu'on va vous renvoyer. Mais Madame Guizet, c'est une. Alors, aujourd'hui, les certifications globalement des établissements de psychiatrie est confrontée à plus de difficultés que les établissements généraux. Ça, c'est une réalité sur le territoire français, même s'il y en a qui sont extrêmement bien certifiés. Et ça fait partie pour nous de réunions que nous avons avec les directeurs, les présidents de CME, plus exactement des centres hospitaliers spécialisés de psychiatrie, pour discuter avec eux des spécificités qu'on rencontre dans le domaine de la psychiatrie. Mais là, c'est un autre sujet, mais je vais regarder, nous allons regarder spécifiquement ce qui se passe en Outre-mer. Madame... En Martinique, l'établissement, effectivement, de psychiatrie est certifié sous condition. Oui, voilà. Donc, un Guadeloupe non certifié, un Martinique certifié sous condition. Je crois que Madame la rapporteure a d'autres questions. Oui, merci. Merci, Madame la Présidente. Moi, je souhaite quand même rebondir sur la question de ma collègue Madame Guidez. En effet, il nous faut avoir les éléments, les chiffres sur les établissements en santé mentale, sur la qualité des soins, les niveaux de certification, puisqu'il avait été dit hier déjà lors de la table ronde sur le diabète obésité que le stress, l'anxiété et donc la santé mentale avait aussi une incidence sur ces pathologies et la complication qu'on peut observer dans les maladies chroniques telles que le diabète. Donc oui, nous sommes demandeurs de ces éléments, je le confirme. Ma question, j'ai plusieurs questions. L'une porte sur les établissements certifiés sous conditions. Y a-t-il des réserves ou des difficultés qui reviennent plus fréquemment, selon vous? Et même chose pour les établissements non certifiés. Quelles sont les insuffisances que vous identifiez qui justifient ces décisions négatives? Et si vous avez des exemples précis, nous aimerions que vous nous les exposiez, s'il vous plaît. Et puis, une deuxième question. Estimez-vous disposer de données suffisamment précises pour éditer des recommandations éclairées pour les Outre-mer, spécifiquement pour les Outre-mer, je veux dire, hein. Et est-ce que vous considérez que la faiblesse de la recherche et des effets cliniques en Outre-mer constitue-t-elle un manque important pour justement aller vers ces recommandations? Et troisièmement, avez-vous fait un retour d'expérience sur la gestion de la crise Covid en Outre-mer? Et quelles recommandations en avez-vous tirées? Et le raté de la vaccination chikungunya n'est-il pas finalement le résultat aussi d'un retour d'expérience insuffisant? Quelles leçons tirez-vous de cette expérience? Moi, je rappelle que les Réunionnais ont eu le sentiment de servir de cobayes pour des vaccins homologués un peu trop vite sur cet épisode-là. Et enfin, en Guadeloupe, vous nous avez dit qu'il y avait 7 établissements sur 24 qui ne sont pas certifiés. Quelles sont les conséquences concrètes de la non-certification d'un tiers des établissements? Est-ce que cette non-certification va jusqu'à la fermeture? Et y a-t-il une action plus globale qui est envisagée vu ces résultats assez inquiétants? Merci à vous pour vos réponses. Merci d'avance. Merci Madame la rapporteure. Donc, il y a des questions sur les établissements certifiés sous conditions, non certifiés, des exemples sur quels critères, comment ça se passe. Et je laisserai Madame Mounier vous expliquer comment est bâti le référentiel, la différence entre des critères qui sont standards ou impératifs, comment il faut les réunir. Mais on ne va pas trop rentrer dans la méthode, mais que vous compreniez ce qu'il en est, et notamment ce qui est constaté en Outre-mer parfois dans ce domaine-là. Sur le chikungunya et par rapport à la crise Covid Outre-mer,
je n'étais pas président de l'HAS pendant le Covid, je suis arrivé en 2023, mais l'HAS a été extrêmement engagé, hein, vous savez, dans l'ensemble, comme l'ensemble des agences sanitaires françaises, dans l'ensemble de recommandations de prise en charge, et notamment les recommandations vaccinales. Là-dessus, le retexte sur la crise Covid n'est pas, à mon avis, un objet purement HAS, c'est forcément une question d'une politique publique, mais qui a été réévaluée. En revanche, sur la question de chikungunya, permettez-moi, Madame la rapporteure, de considérer qu'on peut difficilement parler d'un raté dans le sens où vous l'entendez. Je rappelle la circonstance. Une épidémie qui arrive, importante, qui n'avait pas eu depuis une vingtaine d'années, majeure, comme ça, sur le territoire de la Réunion. Pour la première fois, ce qu'il n'y avait pas avant, un vaccin. Ce vaccin était déjà utilisé depuis un peu moins d'un an comme recommandation pour le voyageur. C'est-à-dire qu'un grand nombre de voyageurs se déplaçant, et notamment en Amérique, je parle dans l'Amérique du Sud, avaient ce vaccin. Et donc, il y avait un recul suffisant pour considérer qu'en sur le plan de la tolérance étant évaluée par l'Agence du médicament, ce vaccin pouvait être effectivement proposé. Les données que nous avions, telles qu'elles nous avaient été fournies par le laboratoire, mais qui sont des données de recherche, permettaient de recommander cette vaccination, non sans prudence, parce que nous étions conscients que nous étions sur une population effectivement qui était en situation d'épidémie, donc c'était le moment où il fallait les vacciner. Le nombre de personnes vaccinées, je ne l'ai plus en tête au total, a montré effectivement des effets indésirables, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, chikungunya-like, comme je vous le disais, et effectivement une interrogation qu'il y a eu sur des événements beaucoup plus graves chez certaines personnes. Peu, mais chez certaines personnes, et qui ont amené effectivement à suspendre cette vaccination avec ce vaccin-là, qui est un vaccin ce qu'on appelle vivant atténué, dans cette population. Donc ça, c'est un élément que nous avons su traiter. Face à une maladie qui se développe, à une épidémie, l'existence d'un vaccin sur lequel la tolérance est globalement établie, sur lequel il y a un recul au travers de la vaccination pour les voyageurs, fait qu'il n'y a pas eu, comme je l'avais entendu dire de certains, à La Réunion, une sorte de territoire cobaye. Pas du tout. Je veux dire, il y avait nécessité de protéger cette population, et en cela d'avoir cette vaccination-là, sur laquelle il y a une réaction rapide, au sens sanitaire rapide, pour s'en retirer. Nous avons effectivement, immédiatement, dit il doit y avoir, nous avons recommandé au ministre la suspension de la vaccination chez les plus de 65 ans. C'est ce qui s'est passé effectivement dans les faits et ce qu'a choisi le ministre à l'époque. Sur l'ensemble, si vous voulez, de la certification et des conséquences de la non-certification, je vais laisser parler la directrice, mais vous allez voir qu'une non-certification n'implique pas une fermeture automatique d'établissement. Je laisse la directrice. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, effectivement, je le disais tout à l'heure, sur l'évaluation qui est faite de la conformité aux attendus du référentiel de certification, on a un peu moins de 120 critères d'évaluation avec 3 niveaux d'exigence. Des critères standards qui sont les attendus socles de la qualité et de la sécurité des soins. On a ce que l'on appelle 21 critères impératifs. Et là, si ces critères, l'un de ces critères n'est pas rempli, eh bien c'est notamment là-dessus que la Haute Autorité de Santé va pouvoir être amenée à prendre une décision de non-certification ou certification sous condition. Et puis, on a 5 critères dits avancés qui, là, sont optionnels pour les établissements les plus matures. Donc, juste quelques exemples de critères impératifs pour la certification. Et je vous le disais, hein, le patient est au cœur du dispositif. On a par exemple le respect de l'intimité et de la dignité du patient, le fait que les soins soient adaptés à la douleur, le fait que la prise en charge soit bien traitante. Voilà, ce sont par exemple des critères impératifs. Donc, concernant les établissements de santé outre-mer qui n'ont pas été certifiés ou certifiés sous condition, les principaux critères qui expliquent cette non-certification relèvent de 3 natures. La prise en charge des urgences vitales, qui n'est pas nécessairement suffisamment organisée, la déclaration
et l'analyse des effets indésirables. Vous le savez, lorsque on a un effet indésirable, et notamment un effet indésirable grave associé aux soins, notamment qui arrivent dans un établissement de santé, eh bien, il faut le déclarer et puis l'analyser et mettre en place un plan d'action. Donc, cela n'est pas suffisamment réalisé, ou en tous les cas, le processus n'est pas forcément complètement maîtrisé. Et puis, on a un troisième type de critères qui sont moins bien remplis et qui ont trait à la traçabilité dans le dossier patient de l'information du patient relatif à ses soins, notamment. Donc, le président le disait, la non-certification, effectivement, ce qu'elle enclenche, puisqu'on est vraiment dans un processus d'amélioration continue de la qualité, c'est un rapprochement de l'Agence régionale de santé, et nous travaillons régulièrement avec elle pour les informer et voir un petit peu le travail qui est fait au quotidien avec les établissements de santé. Et donc, l'établissement de santé et l'ARS s'emparent des conclusions des rapports de certification qui mettent en avant, bien évidemment, des axes d'amélioration, mais aussi des points forts. Et c'est important de le souligner, parce que lorsque on évalue un établissement, on voit bien qu'il y a des points qui sont vraiment à mettre en avant, et c'est le cas, et puis des axes d'amélioration. Et donc, les établissements et les ARS s'emparent de ces conclusions, mettent en place des plans d'action, et donc, je vous le disais en introduction, la Haute Autorité de Santé organise des revisites pour regarder entre 6 mois et 24 mois comment l'établissement est évalué. Et il y a une nouvelle décision qui est prise de certification ou de confirmation de non-certification. Et on voit que, eh bien, il y a véritablement une prise en compte et davantage d'établissements qui sont certifiés à l'issue de cette revisite. Est-ce que cela répond à vos questions, mesdames, en l'occurrence, madame la rapporteure? Oui, merci. Oui. Non, je pense qu'il y a une autre question sur la faiblesse de la recherche. En fait, il a été mis en avant hier lors de la table ronde sur le diabète que cet aspect, notamment sur des privations des essais cliniques et des traitements innovants, à cause en fait des frais de transport, des frais des taxes aussi. Est-ce que cette réalité, vous la voyez ainsi? Je ne peux malheureusement pas vous répondre parce que je n'ai pas l'information. Alors, il y a là encore deux aspects, si vous me permettez, dans votre question. Il y a la recherche en soi. La HS n'a pas de mission de recherche, nous ne sommes pas organismes de recherche. Mais il y a une question autre qui est, est-ce que dans les essais cliniques de médicaments sont inclus des personnes d'outre-mer dès lors qu'il y a une cible spécifique, une population spécifique ultramarine? Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une question qui est vraiment beaucoup plus générale que celle de l'outre-mer. Aujourd'hui, il y a un grand développement de la recherche des essais cliniques en Asie. Une publication récente montrait que dans les essais cliniques sur les tumeurs solides, il y avait presque un essai clinique sur deux qui était sur une population asiatique. Et la question qui est posée, au moins en métropole, mais c'est la même pour l'outre-mer, est-ce que l'effet d'un médicament sur cette population asiatique est réellement comparable, et est-ce qu'on peut affirmer qu'il sera efficace sur une autre population, en l'occurrence une population soit métropolitaine, soit française avec l'outre-mer. Donc c'est une question qui est posée, et là vous êtes en train de me la poser aussi au niveau de la population ultramarine. Je n'ai pas la réponse à cette question. Ça, c'est une réponse qu'ont les laboratoires pharmaceutiques lorsqu'ils bâtissent leurs essais cliniques et qu'ils décident des critères d'inclusion clinique. Mais ça, nous n'intervenons pas là-dessus, parce que nous ne voyons un médicament arriver que très longtemps après, c'est-à-dire, vous savez, il faut à peu près une dizaine d'années, le temps d'un cycle d'un médicament, avant qu'il n'arrive, et ensuite qu'il ait toutes les autorisations. Donc, les essais cliniques sont très en amont, donc ça, je ne peux malheureusement pas vous répondre. Nous ne sommes pas ce n'est pas dans les missions de la HS.
Merci pour cette réponse. Madame la rapporteure a une autre question, je Oui. pense. Merci. Merci, Madame la Présidente. Moi, je souhaite rebondir sur les éléments que vous nous avez donnés, qui sont très clairs sur la Guadeloupe notamment. Mais vu le taux de non-certification en Guadeloupe, est-ce que vous prévoyez du coup une revisite dans les 6 mois ou plutôt dans les 24 mois? Quel est le calendrier? J'avais encore 2 questions. L'une concerne la stratégie de vaccination. On sait que la vaccination pour le HPV en Outre-mer est très faible et qu'on a du mal à progresser sur ce sujet. Et pourtant, le taux de prévalence au cancer, cancer du sein et cancer gynécologique est important aussi. Donc, quelles sont les initiatives, les recommandations? Qu'est-ce qui est prévu d'être mis en place pour infléchir cette basse vaccination? Et j'ai une autre question qui concerne, et je souhaite revenir sur l'épidémie de chikungunya à La Réunion, puisque il y a 20 ans, au moment de la première épidémie, il y avait eu des recommandations qui avaient été faites à la population, des recommandations notamment en direction des femmes enceintes, ou qui prévoyaient une grossesse. On leur avait précisé si c'était possible, qu'elles devaient décaler leur projet de grossesse, puisque le virus atteignait le fœtus in utero et qu'il y avait des conséquences sur l'enfant à naître, et avec un risque de fausse couche avéré. Il n'y a pas eu ce genre de recommandation faite 20 ans après. Donc l'expérience de la première épidémie n'a pas été valorisée, j'ai envie de dire. Et je voulais savoir si la Haute Autorité de Santé avait émis des recommandations. La population ne les a peut-être pas reçues. Je ne sais pas comment ça s'est passé. J'ai noté que la HAS a été créée en 2004. Donc, quel a été son rôle dans la première épidémie? Quel a été son rôle dans la seconde épidémie? Il faut savoir que les premiers cas sont apparus en août 2024. Et en août 2024, des alertes étaient déjà lancées, peut-être pas assez audibles, mais il était clair que le taux d'immunité en population générale était trop bas et qu'une épidémie était à venir. La décision d'aller vers le vaccin est arrivée très tardivement, au milieu de l'année 2025. Et j'aurais aimé savoir, outre la réponse vaccinale, quelle aura été la réponse de la HAS sur chacune de ces épidémies. Merci. Écoutez, merci Madame la rapporteure. Je laisserai Madame Mounier répondre sur la Guadeloupe, mais qui d'une manière très générale, qui sont les temps choisis, la modalité de choix, je veux dire, pour le moment de nouvelles visites de certification pour les établissements non certifiés. Juste 2 points sur 2004. La création de la HAS est en 2004, opérationnelle en 2005, mais la HAS à l'époque n'a pas de mission dans le domaine des vaccins. Elle n'a de mission dans le domaine des vaccins que depuis 2018, car il y avait avant un comité technique des vaccinations qui faisait partie du Haut Conseil de santé publique. Et il faudra donc attendre 2018 pour que nous commencions à la HAS, puisque ce comité nous a été transféré, ou plutôt la mission nous a été transférée. Nous avons créé une commission technique des vaccinations. Donc ce n'était pas la HAS en 2004, c'est ce que je dis, c'était ce qui était le Haut Conseil de santé publique. Il ne s'appelait peut-être pas ainsi à l'époque en 2004. Juste un point sur le chikungunya. Ce n'est pas en milieu d'année. De mémoire, ça s'est passé au premier trimestre de 2025 que nous avons élaboré notre recommandation vaccinale, me semble-t-il, chikungunya, mais c'est de mémoire. Sur la stratégie de vaccination HPV, il y a, effectivement, globalement, il y a une vaccination. Nous avons, avec la vaccination HPV, un outil pour espérer éradiquer un jour, comme ça se passe déjà dans certains pays, certains cancers, et je pense en premier lieu au cancer du col utérin, bien évidemment. Donc,
il doit y avoir une politique, c'est majeur, me semble-t-il, de santé publique dans le domaine de cette vaccination. Nous avons travaillé sur un sujet qui n'est pas un sujet ultramarin l'an passé, mais qui est de dire jusqu'à quel âge doit-on être vacciné et pris en charge. Je rappelle qu'en France, jusqu'à il y a une année, c'était 19 ans pour les femmes, c'était 19 ans pour les hommes, mais pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, c'était jusqu'à 26 ans. Donc, tout a été mis à 26 ans pour tous, indépendamment, on va dire, indépendamment du sexe ou des préférences sexuelles. Donc, ça c'était le changement. La situation que vous évoquez en Outre-mer, de moindre vaccination, si je l'entends bien dans nos échanges, ce n'est pas propre uniquement au HPV. Vous avez évoqué tout à l'heure la défiance concernant cela. Je suis désolé, mais là, nous sommes, hormis si nous devions être saisis, mais là, il faudrait qu'on soit saisis pour des opportunités de mise en œuvre, je veux dire, véritablement publique, ça relève véritablement, pardonnez-moi, de la politique publique. Nous disons, voilà comment qui il faut vacciner, et ensuite, il y a une mise en œuvre de vaccins. Nous sommes, nous, au niveau de la stratégie vaccinale, de la recommandation. Sur la question guadeloupéenne, je vais laisser la directrice vous répondre. Pardon, excusez-moi, merci Monsieur le Président, mon ordinateur vient de s'éteindre, je n'avais plus de batterie, pardonnez-moi. Alors effectivement, on a cette fourchette entre 6 et 24 mois pour pouvoir prendre à chaque fois une décision individuelle, parce qu'il faut à la fois, bien sûr, laisser l'établissement le temps de non seulement de définir un plan d'action en lien avec l'ARS, mais de commencer à le mettre en place, mais aussi valoriser la dynamique qui est en œuvre et donc ne pas attendre de trop. De fait, on prend en compte effectivement les résultats de la certification et donc les écarts observés par rapport à l'attendu, mais également, encore une fois, voilà, l'avancée de l'établissement et puis des aspects matériels sur la disponibilité des équipes. Et ce délai de revisite, il est à chaque fois échangé, la discussion est prise collégialement en lien avec les établissements de santé, et il arrive parfois qu'ils nous demandent de décaler, et lorsque nous estimons que c'est légitime, ça peut aussi se faire. Mais c'est vraiment, voilà, on construit pour chaque visite ou revisite de certification, on le construit en lien avec l'établissement de santé. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions, Madame la rapporteure. Sur la santé environnementale, est-ce qu'il y a des préconisations spécifiques? Il n'y a pas de préconisation. Donc, apparemment, il n'y a plus de questions. Donc, on va terminer cette audition. Je vous remercie en tout cas pour les propos que vous avez tenus. Et n'hésitez pas à compléter le questionnaire ou si vous avez d'autres sujets à nous adresser, n'hésitez pas à le faire avant le mois de mai. Au plus tard, on me dit le 17 avril au plus tard. Madame la Présidente, ce sera fait. Vous l'aurez dans les délais. Nous avons déjà un questionnaire prévu. Nous allons simplement le compléter avec ce qui a été dit, effectivement, et vos demandes en séance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir, mesdames, messieurs. Au revoir.